Si je vous pouvais résumer cette exposition en 2 mots, je dirais qu'elle produit un grand écart, d'une part, et d'autre part, qu'elle nous porte jusqu'aux confins de la culture, qu'elle nous porte jusqu'aux confins de ce que l'homme peut faire quand il s'agit de culture. Alors, je m'appelle Victor Hugo Riego et Pierre Arnaud, le galeriste, qui est un ami, et donc je suis ici par amitié, m'a demandé de collaborer avec lui pour l'exposition qui est en cours ici, où ma collaboration s'est réduite à trouver le titre, une œuvre, et à donner mon avis sur l'accrochage, mais qui est entièrement dû à ses décisions. Il m'a demandé d'abord de me présenter, évidemment. Je m'appelle Victor Hugo Riego. Je suis licencié agrégé en philosophie, spécialiste de la philosophie de l'art, mais aussi la philosophie politique et évidemment la phénoménologie. Alors, dans cette exposition, ma collaboration s'est inscrite dans un certain cadre. Elle tient d'abord à l'amitié que je porte à Pierre Arnaud, bien sûr, et à l'intérêt tout particulier que j'ai envers la problématique de la peinture. Cette exposition, dont le titre est « Entrevue », comme le titre l'indique, il s'agit de voir des tableaux, mais qui sont, et des photographies, une photographie, et qui sont alignés sur une seule ligne et qui composent justement une entrevue, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui sépare chacun des artistes, chacune des œuvres, et qui en même temps, évidemment, permet aux spectateurs de s'impliquer dans le travail de la vision des œuvres. Alors, j'ai mis cette explication de l'exposition à l'abri de la pensée de Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty est un philosophe français très important qui est mort en 61. Évidemment, c'est une œuvre qui s'est interrompue trop tôt, mais c'est une œuvre importante, cruciale. C'est un des phénoménologues les plus importants. Il y a 2 phénoménologues hyper importants, Husserl et lui. Et très tôt, lorsque j'avais des cours en philosophie, évidemment, à Louvain-la-Neuve, je me suis porté dans un premier temps vers Heidegger et très vite après vers Merleau-Ponty, qui m'intéressait beaucoup plus, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'il s'intéressait à l'esthétique et qu'il allait passer d'une phénoménologie dite de la perception ordinaire vers une phénoménologie de la perception esthétique. Mais ce n'est pas tout, parce que très vite, je me suis rendu compte aussi que sa pensée s'articulait autour d'un souci majeur, on pourrait presque dire essentiel dans sa pensée, qui est un souci politique, et j'y reviendrai. Et évidemment, cette pensée m'a intrigué et m'a permis de comprendre, alors que nous sommes ici dans une exposition d'art contemporain, et le livre sur lequel je base une explication, ou avec lequel je vais m'expliquer pendant cet entretien, c'est L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, qui est son dernier ouvrage écrit de son vivant. Parce qu'après, il y a eu Le visible et l'invisible, mais qui a été, entre autres, préparé par Claude Lefort et qui, évidemment, est un ouvrage posthume. En ce qui me concerne, je trouve beaucoup plus intéressant, pour ce cas-ci, de parler de L'œil et l'esprit, parce que dans ce livre, Merleau-Ponty, qui est un phénoménologue, va aussi développer quelque chose qui est très important dans cette exposition et qui relève de la corporéité et d'une philosophie du corps. Alors, si j'emploie le terme de corporéité, c'est à dessein, c'est-à-dire que non seulement il va s'agir de corps, mais aussi du corps de la peinture, du corps des œuvres. C'est-à-dire que à quel niveau, pour Merleau-Ponty, l'œuvre d'art est une chose et qu'est-ce qu'il entend par chose? Mais ça, on va le définir, évidemment. Alors, je voudrais évoquer ici d'abord quelques sujets qui concernent l'exposition, bien sûr, et que je vais essayer d'aborder. Alors, normalement, on a le temps, donc je devrais y arriver. Alors, pour ce qui est des sujets qui concernent, on va dire, la pensée, il y a la philosophie de la vision, l'art et la liberté, l'importance de la notion de choix, le destin de la peinture, ce que Merleau-Ponty aussi appelait le concept fluent, c'est-à-dire une idée qui n'est pas une idée fermée. Et ensuite, quelque chose qui tient à cœur Pierre Arnaud, c'est penser l'histoire, entre guillemets, de l'art, mais aussi penser l'histoire comme telle. Quel type de rapport pouvons-nous avoir d'un point de vue
du point de vue des idées et du point de vue de la conception par rapport à la notion d'histoire. Et vous allez voir que je vais le développer. Ensuite, évidemment, le corps, la matérialité en art, c'est-à-dire comment l'art contemporain, mais aussi l'art moderne, s'est d'une certaine façon affranchi du corps dans lequel il était relégué. Et ensuite, la photographie, puisque nous avons ici Louise Lauer, qui est une photographe hyper importante, et que je vais essayer de définir le choix que nous avons fait de la placer dans cette exposition. Et ensuite, il y a aussi les dimensions expérimentales que l'on peut trouver dans l'art contemporain, mais qui se trouvent aussi évidemment dans l'art moderne, mais qui en réalité se trouvent dans tout art. Et ensuite, un sujet hyper important pour moi, sans doute même central. J'avais comme professeur à Louvain-la-Neuve Jean Ladrière, qui était un grand spécialiste de la philosophie antique, de la philosophie de la nature, de la philosophie des sciences, étant lui-même mathématicien, licencié en mathématiques, et de la philosophie contemporaine et de la philosophie logique. Et donc c'était une sommité. Il est mort il y a quelques années, c'est vraiment une sommité. Et lorsque Philippe Van Parijs, qui est un des penseurs qu'il a formé, lui posait une question vers la fin, il lui disait « Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en philosophie ?» Et il a répondu « L'opacité du monde ». Et c'est donc de ça que je vais aussi parler et essayer d'expliquer en quoi il y a un rapport étroit entre la notion d'opacité et la notion de monde et d'art. Alors évidemment, ça nous amène directement à un des sujets moteurs et essentiels aussi de cet entretien, qui est la finitude, l'aspect fini. C'est-à-dire que la philosophie au XXe siècle s'est retrouvée à un moment donné dans une position, et particulièrement la phénoménologie, s'est retrouvée dans une position où elle a, à partir de Kant, suite à Kant, décidé de s'attaquer à la finitude, c'est-à-dire l'aspect mortel de l'homme, mais aussi l'aspect inachevé, l'aspect forclos d'une vie, et opaque évidemment, et donc où le sens voisine avec le non-sens. Et ensuite, évidemment, forcément la mort, mais vous avez pu voir que dans cette exposition, on termine par Richard Petitbonne qui reprend une chaise électrique de Warhol. Or, il faut savoir que pour Andy Warhol, la mort est un de ses sujets principaux, essentiels dans l'œuvre de Warhol. Évidemment, le fait que Petitbonne la reprenne, ce n'est pas du tout anodin, et qu'il reprenne particulièrement la chaise électrique. Et ensuite, il y a la notion de saturation. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, étant donné que dans l'explication que je vais tenter de donner de la vision qu'avait Merleau-Ponty sur la vision, il y a une notion qui est liée à la peinture et qui relève de la notion de saturation. C'est-à-dire que, pour le dire déjà de mémoire, il nous dit que le monde, l'artiste, le peintre vit dans un monde presque fou parce que tout est visible et rien que visible. Alors évidemment ici on peut penser à Van Gogh qui, lorsqu'il peint, y compris le fond, il l'anime de façon à ce que son âme, son état psychique, n'est pas seulement dans le portrait qu'il fait de lui-même, mais également dans les choses. Et les choses, donc, sur ces choses viennent migrer son état psychique pur. Et donc, effectivement, c'est un très bel exemple, et non pas une illustration, mais un bel exemple de cette idée de saturation. Van Gogh sature complètement la vision qu'il a du monde et de sa perception. Alors, ensuite, il y a la notion de chiasme. Le chiasme, c'est lorsque cette main-ci touche l'autre, et ce touchant-toucher fait que l'homme, évidemment, est aussi bien quelqu'un qui sent les choses, mais aussi quelqu'un qui peut se sentir lui-même. Et donc, ce que Merleau-Ponty appelle le sentant-senti ou toucher-touchant. Et alors, enfin, la notion de peau. Et pourquoi particulièrement la peau? Parce que l'on va parler ici pas seulement de peinture, parce qu'il y a des choses qui sortent même du cadre de la peinture, comme la photographie, mais la peau en ce sens que on peut s'imaginer la peau comme étant, d'un point de vue métaphorique, la peinture elle-même, c'est-à-dire une toile. Et alors ici, je reprendrai ce que j'ai dit dans le texte, dans le communiqué de presse pour l'exposition, où j'ai parlé de Persona, le film de Bergman. Dans Persona, tout au début, plusieurs images se succèdent à une cadence infernale, rapidement, et où Bergman explore de manière expérimentale
tout le champ du possible des images filmiques. Et là-dedans, on voit des pellicules, le bruit des pellicules, des dessins animés, un sexe, un phallus en érection, on évente un animal, on voit toute une série de choses qui appartiennent évidemment et au monde des images et au monde humain et au monde naturel. Et en fait, lorsque Bergman passe toutes ces séries et tous ces champs possibles du cinéma, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, nous nous retrouvons dans un endroit qui ressemble à une morgue, et il y a là un jeune garçon qui est couché avec un drap sur lui, et en fait il n'est pas mort, il est vivant, et il fera un geste de la main vers le spectateur, et il voudra toucher en quelque sorte la peau du film. Et après, Bergman, évidemment, comme dans le cinéma, puisque dans le cinéma tout est possible, il le filme de derrière, et à ce moment-là on voit le garçon, le dos du garçon, qui en fait touche un visage féminin, qui est sa mère, et l'autre femme qui se trouve dans Persona, et les deux images se confondent. Et donc la notion de peau que moi je veux développer ici, que je développerai ici, c'est une manière de faire comprendre que les choses sont vivantes. Et là j'anticipe déjà une partie essentielle de l'œil et l'esprit, c'est que pour Merleau-Ponty, contrairement à Descartes, dit-il bien sûr, ce qui fait que nous sommes dans la dimension de l'art, c'est que justement l'art nous permet d'avoir un rapport au monde et considérer le monde comme étant une chose vivante. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission très importante sur la nature, sur les lieux, et où des personnes qui pensent évidemment ce rapport aux éléments et aux lieux qui font notre monde désirent que ces lieux ne soient pas simplement une chose, ne soient pas simplement un lieu, quelque chose d'extérieur à nous, mais que ces choses, évidemment, ont en quelque sorte des droits. Et c'est absolument dans la lignée de ce que pensait, de ce qu'avait déjà anticipé Merleau-Ponty, notamment dans l'œil et l'esprit, mais pas que. Et donc ici, la chose, c'est-à-dire ce que fait l'artiste, et que ce soit d'ailleurs de la danse, du cinéma, de la poésie, de la littérature, atteste de cette vie de l'art, de cette vie ou de cette combinaison entre art et vie, et qui n'est pas seulement la vie quotidienne. Et donc ça, j'y reviendrai. Et donc voilà les quelques sujets que je voudrais aborder. Et ensuite, il y a les sujets que je voudrais aborder par rapport à l'exposition elle-même, parce que la scénographie, qui est un choix volontaire avec Pierre Arnaud, c'est lui qui a décidé de cela, et je trouve ça génial, il a décidé de mettre toutes les œuvres sur une seule ligne et sur un seul mur. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas frontales, elles se présentent latéralement, mais le parcours, évidemment, du spectateur se fait le long de cette ligne, mais ça lui permet de comprendre et de percevoir que dans ce lieu d'exposition, le vide s'est fait pour que la ligne vibre davantage. Alors, comment expliquer ce vide? Il est très important de s'imaginer maintenant, puisqu'on ne l'a pas en image, les Ménines de Velázquez. En fait, j'avais acheté par hasard dans un magasin de seconde main de livres, de bouquins, un livre sur les Ménines, sur Velázquez, parce que j'utilise souvent des images, évidemment. Et par bonheur, il y avait là-dedans un poster des Ménines, mais plié. Et c'était très intéressant, parce que je ne l'aurais jamais plié moi-même, évidemment, mais en le dépliant, j'ai remarqué que la partie où se trouvent les personnages est exactement de la même dimension que la partie où on peut dire il y a l'espace entre guillemets vide, même s'il y a les tableaux dans le fond, il y a le plafond, etc. La deuxième partie correspond à la première partie, et je voudrais souligner évidemment que à partir de ce moment-là, j'ai compris que Velázquez, parce que c'est un tableau évidemment, et Merleau-Ponty le dit également dans l'œil et l'esprit, que l'art est inépuisable, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de chaque fois le réinterpréter, mais qu'il s'agit que justement son interprétation ne s'achève pas. Ce n'est pas pareil. Il ne s'agit pas d'herméneutique, il s'agit d'inachèvement. Et donc, que ce tableau rapetissait les personnages. Or, qu'est-ce que ça veut dire rendre des personnages plus petits?
c'est leur enlever en partie leur puissance sociale, leur rang social. Et comme par hasard, alors ça c'est une découverte tardive, mais je pense qu'elle est intéressante par rapport aux œuvres qui se trouvent ici, et je vais faire un écho par rapport à ces œuvres dans la seconde partie. Évidemment qu'en rendant les personnages plus petits, il leur enlève leur importance sociale, mais n'oublions pas que Velázquez lui-même est pris dans cette présentation frontale des personnages, et que ce qui vient clore ces personnages, c'est un jeune garçon qui est à l'extrémité à droite du tableau et qui met un pied sur le chien qui est à l'avant-plan. Et en fait, si on regarde bien, et je ne pense pas que Foucault en ait parlé dans les suivantes, justement, c'est un texte qu'il a écrit, il y a un effet de balancier entre le fait que Velázquez se déporte pour sortir du cadre, puisqu'il peint, et nous voyons, nous, le cadre, le dos du cadre qu'il peint, du tableau qu'il est en train de peindre, il se déporte, et en se déportant, il initie un mouvement qui va donc de lui vers le jeune enfant, mais le jeune enfant, en poussant sur le chien du pied, ramène de nouveau l'ondulation. Et c'est extraordinaire parce que c'est non seulement ce qui rend vivant le tableau, mais ce qui nous montre que, à l'origine, l'être humain, c'est un enfant. Et en fait, si je ne peux pas le développer ici parce que sinon on va partir dans une grande digression, mais l'enfant est quelque chose de vital dans l'art, dans certaines de ses représentations, et notamment chez Velázquez. Et bon, évidemment, il y a l'école espagnole à l'époque, mais cette représentation est vitale. Alors maintenant, je vais y revenir tout à l'heure à cette notion d'enfance, l'enfance de l'art, et à Velázquez avec le fait d'avoir rendu les choses plus petites. Or, nous avons ici un artiste qui clôt l'exposition, et qui est Richard Petitbonne, qui réduit. Parce que, en fait, lorsque Richard Petitbonne s'approprie les œuvres des autres artistes, il le fait sur base du fait qu'il pioche ces images dans Artforum. Et dans Artforum, elles ont plus ou moins cette dimension. C'est-à-dire que les revues que nous manipulons ne nous donnent pas l'œuvre en elle-même, mais une reproduction de l'œuvre. Et pour parler comme Walter Benjamin, évidemment, dès qu'il y a une reproduction d'œuvre, il y a aussi évidemment une perte de l'aura. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en contact direct avec l'œuvre, mais avec une image de l'œuvre. Alors, allons jusqu'au bout dans ce raisonnement, et c'est pourquoi nous avons tenu à avoir une photographie, une artiste photographe ici dans l'exposition, et qui est une grande artiste photographe, Lucy Lauer. Elle, justement, par sa photographie, elle nous montre le monde de l'art, mais de manière indicielle. C'est-à-dire que ce sont des indices. Ici, par exemple, dans la photographie, on nous montre des œuvres de Sol LeWitt, mais elles se placent à ras du sol, avec une vue que l'on pourrait presque dire animale. Et donc on peut voir que, si je reprends alors la notion de vision, et que je l'étends et je l'élargis, en partant de Velázquez, qui effectivement nous montre à l'avant-plan, mais dans une réduction déjà des personnages à titre symbolique. Ici, dans le cas de Petitbonne, cette réduction que moi j'ai comparée à ce que, parce que moi je suis sud-américain, que j'ai comparé à ce que font les Indiens Jivaros avec les prisonniers qu'ils ont, pour leur rendre hommage, ils réduisent leur tête aussi. Et donc c'est un trophée. Or, pour moi, évidemment, ce que fait Petitbonne, c'est quelque chose de similaire, c'est-à-dire c'est une réduction, c'est un trophée, mais c'est aussi, évidemment, en rapetissant l'œuvre, elle nous dit ce que l'œuvre est, même en étant réduite. Et ça, donc, nous permet d'approfondir notre conscience de l'œuvre elle-même. Et donc, pour moi, évidemment, c'était très important de finir par Petitbonne, et donc j'ai approuvé, évidemment, ce choix, même si au départ, je suis honnête, je voulais finir simplement par Mossé. Et puis on m'a dit non, non, on va finir par Petitbonne, et je dis ok. Et une fois que la pièce était installée, au moment de la mise en place de la scénographie, j'ai dit ok, impeccable, j'aurais pas fait mieux, et sans doute j'aurais fait moins bien. Et donc, pour revenir donc aux choses que je voudrais parler dans Entrevue, expliquer la ligne, ce que je suis en train de faire, le choix des artistes, les périodes aussi, puisque cette exposition reprend des périodes assez importantes dans le XXe siècle et XXIe siècle,
les perspectives, ça veut dire que justement, quand on ouvre le champ temporel et spatial au niveau culturel, l'on se doit de tracer des perspectives, c'est-à-dire des chemins. Et ensuite aussi, la notion de télescopage et d'éclipse, parce que, évidemment, entre les œuvres et entre celles qui sont alignées ici, il y a des télescopages, ça veut dire qu'il y a une présentation parfois abrupte pour le spectateur qui doit faire un effort pour passer de l'une à l'autre, et d'autre part, il y a des phénomènes d'éclipse, c'est-à-dire qu'une œuvre, puisque nous ne sommes pas dans la série d'un même artiste, et lorsque l'on est dans une exposition où il y a un même artiste avec des œuvres d'une même période, par exemple, il y a un sentiment de familiarité qui s'installe. Ici, justement, ce que cette expo a voulu, volontairement, c'est d'installer dans l'esprit du spectateur et donc dans sa vision un sentiment d'étrangeté, en quelque sorte, et un chemin inhabituel, ce mot n'est pas de moi mais de Pierre Arnaud, inhabituel, et qui permettrait alors au spectateur de se confronter à la notion de surprise, et j'y reviendrai. Alors, il y a aussi évidemment la couleur. Alors, on a ici une œuvre de Yves Klein avec son bleu qui est très important, mais sous le bleu, il y a du magenta. Et donc, ça veut dire que le bleu, évidemment, la vibration que nous avons dans cette couleur qui se présente de manière faciale, il y a une couleur, entre guillemets, invisible, qui travaille la couleur visible. Et donc il y a là un rapport, une dialectique, on pourrait dire, entre le visible et l'invisible, et là évidemment on tombe directement dans une des clés de la pensée de Merleau-Ponty. Et ensuite la lumière, bien sûr, parce que qu'est-ce que la lumière? Alors on parlait tout à l'heure de Persona, eh bien le film, c'est essentiellement de la lumière. C'est ça qui est intéressant. Le film, c'est essentiellement un phénomène lumineux. Mais les tableaux utilisent la lumière à travers la couleur ou indépendamment, en quelque sorte, de la couleur, c'est-à-dire que ce que va rechercher, je pense ici au noir et blanc, ce que va rechercher l'artiste, ou je pense aussi au crayon de couleur qu'utilise Nippon, ce que va rechercher l'artiste, c'est par le travail qu'il effectue avec des crayons de couleur, des lumières. Et donc, il y a aussi évidemment une chose aussi importante et qu'on verra dans quelques œuvres qui sont ici, mais notamment dans celle de Nippon, l'angle. Alors j'ai déjà évoqué l'angle avec Louise Lauer, qui est un ras du sol. Alors vous n'avez qu'à penser à la métamorphose de Kafka, où le personnage central se transforme en une vermine, et une des choses essentielles qu'il va perdre au fur et à mesure de sa métamorphose, et ça évidemment à mon sens est une anomalie par rapport à la réalité ou au réalisme qu'aurait dû respecter Kafka, mais que grâce à Dieu il ne respecte pas, parce que c'est un écrivain évidemment, et donc il est libre, la vue de cet insecte va se réduire. Et le plus grand malheur pour lui, c'est qu'il ne pourra plus voir, comme il voyait autrefois, le ciel appuyé à sa fenêtre. Et donc c'est la déshumanisation à laquelle nous allons assister dans la métamorphose. Mais évidemment, ici, avec Louise Lauer, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'elle produit en nous un choc qui est d'ordre culturel, mais qui est un choc d'ordre culturel fondamental, en ce sens qu'elle questionne les fondements même de ce que nous appelons la culture. Et faire ça, c'est donc nous mettre face à notre propre destin d'homme, entre guillemets, cultivé. Ce que Merleau-Ponty appelle, avec beaucoup de malice, l'animal cultivé balzacien. Parce que Balzac, évidemment, nous décrit déjà, avant Proust, cet animal raffiné, cultivé, etc., mais qui peut très bien être perdu, en quelque sorte, par le social et dans le social. Flaubert le refera aussi, notamment avec Madame Bovary, mais aussi avec Félicité. Et donc, l'angle de vue est extrêmement important. Maintenant, si je veux renforcer encore cette notion d'angle de vue, et que je vous propose de réfléchir, par exemple, au fait que Flaubert, lorsqu'il était jeune, regardait son père faire des opérations ou des dissections, puisque son père avait habité là où il travaillait, c'est-à-dire dans la clinique où il travaillait, là où il exerçait la médecine, il travaillait là, et donc il habitait là aussi, et donc Flaubert et sa sœur regardaient leur père faire des dissections, ce qui l'incitera plus tard, évidemment, à faire des dissections de la vie sociale. Donc il y a là un rapport
immédiat, mais qui est une question d'angle. Alors ici, justement, j'ai parlé de l'enfance tout à l'heure. Ici, l'on voit à quel point ce qu'on appelle la critique génétique en littérature, c'est-à-dire essayer de comprendre la genèse d'une œuvre, et non pas seulement telle qu'elle est, telle qu'elle se présente et partir d'elle-même, mais si on fait l'analyse génétique, on peut comprendre que Flaubert a acquis ses futures compétences dans son enfance. Et donc la notion d'angle de vue est hyper importante. Et quand on parle de Grünbaum, ici, l'artiste qui est en premier, et justement on l'a mis en premier parce que c'est un artiste qui tire son inspiration, qui tire sa matière de la dimension urbaine des choses. Et il utilise la peau, on va dire, des photographies pour les inscrire dans un support tridimensionnel. Mais ce qui est très important, et les meilleures idées nous viennent toujours par hasard, depuis que je suis tout petit, effectivement, moi j'ai vécu en Amérique du Sud, et une des choses qui m'est reste, non seulement restée, mais qui a un côté obsessionnel dans ma pensée, c'est un mur que je vois quand je me promenais en ville, et un mur qui était troué et où il y avait des insectes. Et en fait, chaque fois que je passais le long de ce mur, je ne manquais jamais d'essayer d'apercevoir dans les fissures et les ouvertures du mur la vie. Et donc ce mur est devenu pour moi le symbole même de ma propre vie aussi. C'est-à-dire que, pour parler comme Madame Bovary, lorsqu'elle absorbe le poison pour se donner la mort, Flaubert a cette formule incroyable, elle dit « elle s'épiait ». Et pourquoi est-ce qu'elle s'épiait? Mais parce que la mort, qui est un processus naturel, mais qui nous prend par surprise, peut ne pas nous donner la possibilité de la voir venir, de l'entrevoir. C'est pour ça qu'on appelle cette expo « Entrevue ». Or, Madame Bovary veut absolument savoir à partir de quel moment la mort l'habite, à partir de quel moment la mort fait son travail dans son corps. Eh bien, je pense que ces phénomènes que je viens de décrire et qui semblent épars et dénués de lien, justement, si l'on regarde bien, ont un lien, ont une direction, on peut les lire comme on lit des phénomènes, d'où la phénoménologie, on peut les lire comme des phénomènes et on peut aussi réfléchir, et cela peut nous amener à penser à un lien ou à penser à voir comment voir une œuvre. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc le fait que les angles de vue, j'insiste déjà tellement là-dessus, c'est pour vous dire à quel point je considère que dans cette exposition, déjà quand vous rentrez, l'angle est particulier puisque tout est déporté sur un seul mur. C'est un seul mur qui porte toutes les œuvres. Et alors après, il y a évidemment, suite à ça, c'est un corollaire en quelque sorte, les formats. Et il faut savoir que Katharina Gross, l'artiste allemande, a été rajoutée à la fin. D'ailleurs, dans mon texte, je dois encore faire un passage sur elle, puisque ça a été rajouté à la fin. Et ce qu'elle a fait, la manière dont elle le fait, qui est donc un travail en aplat de peinture, cette fois-ci, c'est un parcours qu'elle trace et qui se superpose. Et cette superposition nous donne, par transparence, en quelque sorte, un côté diaphane de la couleur qui devient évanescente, tout en étant toujours extrêmement présente, parce que les deux premières parties du tableau sont davantage saturées, on en a parlé tout à l'heure, de la saturation. Et lorsqu'elle passe de nouveau sur l'ensemble pour faire apparaître ce côté diaphane, elle utilise la couleur comme une lumière. Et alors évidemment ici on peut penser à Soulages qui nous dit que l'origine de son amour du noir vient d'une rencontre. Il rentre dans une, je ne sais plus si c'est une église ou une chapelle, et il y a là une pierre noire qui luit à cause de la lumière. Et donc ce que Soulages a perçu dans le noir, ce n'est pas l'obscurité, mais la lumière. Et ensuite, lorsqu'il tracera avec des brosses, évidemment, et que ces brosses laisseront sur le tableau leur marque, la lumière pourra venir s'y inscrire puisqu'il y a des sillons qui sont comme des griffures sur la matière picturale et liquide. Et
qui nous permet alors de penser comment, dans la vision, s'opère la dimension lumineuse d'une chose. Mais évidemment, qui dit dimension lumineuse dit aussi obscurité. Et c'est pourquoi la notion d'opacité peut revenir, et on peut comprendre beaucoup mieux que le noir de Soulages, évidemment, n'est pas, si l'on peut dire, un noir radical. Alors, parlant de Katharina Gross, ce qui est très important aussi, c'est la dimension, l'épaisseur de son support, qui est ultra plat, qui n'est pas dans un cadre, et qui se colle au mur littéralement, avec deux petits clous, et que, de par ce fait même, comme nous sommes face à une dimension quasi imperceptible de l'épaisseur, cette dimension quasi imperceptible de l'épaisseur, et c'est valable aussi pour les œuvres de Carl André au sol, elle nous donne encore davantage cette fameuse troisième dimension, mais qui en réalité, dans le cas de la peinture, il n'y a que deux dimensions, elle est bidimensionnelle. Et donc en insistant sur l'épaisseur de son support, à travers l'usage de la tridimensionnalité, elle nous guide vers la bidimensionnalité et ses effets, et plutôt, je dirais, ses étrangetés. Et donc, voilà pourquoi les formats aussi sont importants. Alors évidemment, il n'y a pas qu'elle, mais j'y reviendrai. Et puis il y a la notion d'échantillonnage ou d'échantillon. Maintenant, pour parler de ça, il faut que je sois plus précis. La notion d'échantillon est une notion extrêmement importante. Alors, pour expliquer la notion d'échantillonnage, je voudrais faire référence à une exposition que j'ai vue récemment à Bruxelles concernant l'art vidéo belge des années 70 et d'avant-garde. Et là-dedans, il y a une œuvre de Nist qui consiste à faire dialoguer, à jouer en quelque sorte avec deux théières, une petite théière qui représente l'enfant et une grande théière qui représente la mère. Évidemment, dans cette notion d'échantillonnage, on retrouve immédiatement une référence à l'archéologie, alors qu'il s'agit en réalité d'objets usuels, d'objets quotidiens de la période même de l'artiste. Et donc ce jeu, ce double jeu avec une simulation comme si les objets étaient vivants, une sorte d'anthropomorphisme, et comme si ces objets aussi, évidemment, avaient une vie. Or, c'est ce que nous montre l'archéologie. C'est-à-dire que l'archéologie fait revivre pour nous une culture, une civilisation, des mœurs, des habitudes, des coutumes. Et il est très important ici de comprendre que la volonté de Pierre Arnaud de faire cette exposition avec un échantillonnage aussi large, aussi inhabituel, aussi insolite et parfois aussi abrupt, c'est pour nous mettre dans une perspective où nous devons, où nous ne pouvons pas ne pas penser la notion de culture, pas seulement de peinture. Et c'est ça qui m'intéresse évidemment. Alors, l'assemblage inhabituel, parce que la notion d'inhabituel ici renforce encore plus cette dimension d'échantillon et qu'elle permet de comprendre certaines pratiques, comme celle que je viens d'évoquer avec Nist et la théière, les deux théières, qui est celle, par exemple, avec Schreuf, de la réutilisation. Il prend un tableau qui est destiné à n'avoir aucune valeur, il l'achète, ou il se l'approprie, et dessus, ou par-dessus, il met sa marque, sa trace, je ne dis pas marque ici au devant de marque, évidemment marketing, mais ou produit, mais il met sa marque, ça veut dire son empreinte. Et cette réappropriation est aussi une forme, si je suis évidemment Pierre Arnaud, de recyclage en même temps. Et en même temps, déjà dans la photographie des années 20, nous avions des photographes comme Ansel qui Adams qui nous montrait des cimetières de voitures, alors qu'à l'époque, la voiture prenait seulement, d'un point de vue industriel, son essor. Aujourd'hui, nous vivons, aujourd'hui, nous avons fait de la terre en partie une poubelle. Et donc, que les déchets, y compris culturels, se recyclent,
atteste bien d'une pensée lucide, critique et acerbe de la part de Schroef, et qui nous met en évidence, pour nous, nos pratiques culturelles, le destin culturel des choses, comme dans la petite théière et la grande théière. Ici, ce sont des tableaux, évidemment, qui sont des rebuts. Alors, là, nous parlons évidemment de réutilisation, mais bien sûr que la chaise électrique de Warhol est aussi une réutilisation. Et bien sûr que les empreintes que pratique Greenbaum sont aussi des réutilisations, en quelque sorte. Et bien sûr que la photographie de Louise Lauer, d'une certaine façon, est aussi une réutilisation du cadre que nous ne voyons plus habituellement. Et donc c'est intéressant de comprendre que cette distanciation, ou cette perspective, et cet angle de vue, cette intrusion dans les phénomènes culturels, nous font voir ce que c'est que la culture, nous font voir quels sont les problèmes inhérents à une culture. Et alors après, par-delà cela, on peut ajouter chez Nippon l'hommage, comme justement Olive, la bataille d'Olive, c'est-à-dire que c'est basé sur la bataille d'Uccello, le peintre italien, évidemment, mais pas seulement, parce que Olive est un personnage, évidemment, de bande dessinée, et ce qui est intéressant, c'est que Nippon s'approprie quelque chose. Alors, dans le texte que j'ai fait pour la communication, pour le communiqué de presse, au départ, j'avais mis une femme ordinaire, et puis je me suis auto-censuré, mais en quelque sorte, après, en parlant avec lui, il m'a dit non, tu pouvais, parce que c'est pas ordinaire d'un point de vue négatif, c'est ordinaire en ce sens que c'est quelque chose de non noble, simplement, de quelque chose qui n'est pas valorisé comme tel à ce niveau-là. Et donc, cette réappropriation de quelque chose d'ordinaire est cruciale, en fait. Et je peux alors faire le lien avec Félicité, qui est un des contes célèbres, un cœur simple, pardon. Le personnage, c'est Félicité, qui est une bonne, un cœur simple de Flaubert, qui est une œuvre magistrale, incroyable. Il prend comme sujet une bonne, quelqu'un que tout le monde méprise, quelqu'un dont personne ne tient compte, quelqu'un qui n'intéresse personne. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que dès le départ, il dit que tout le monde enviait à Madame Auban sa servante Félicité. Et pourquoi est-ce qu'on l'enviait? Parce que, dès le deuxième paragraphe, pour 100 francs, elle faisait le beurre, elle s'occupait des animaux, elle s'occupait des enfants, enfin bref, elle faisait toute une série de choses incroyables. Et en plus, elle mangeait un pain qui n'était fait que pour elle et qu'elle mettait une semaine à terminer. Et donc elle était très vertueuse, mais sous quel angle? Sous l'angle strictement économique. Donc voilà une personne qui a une valeur parce qu'elle ne coûte rien. Et c'est ça qui est intéressant, à tel point que sa mort, puisque nous parlons dans les sujets que je veux aborder de la mort, qui est ce qui clôt la vie, eh bien que sa mort se passera d'une manière extrêmement étrange et insolite. Elle finira dans son délire par prendre son perroquet empaillé pour le Saint-Esprit. On ne peut pas aller dans une vision plus noire de l'absence d'esprit de la part d'un individu. Et donc, ce qui est intéressant, pour revenir donc ici à la notion d'hommage de Nippon, c'est qu'il y a chez Nippon aussi un décalage entre le thème choisi, le traitement du thème et ce qu'il implique. Et donc, je vais maintenant rappeler la notion que je voulais évoquer tout à l'heure et que m'a demandé de transmettre Pierre Arnaud, et qui à mon avis est centrale dans cette exposition, mais qui aussi est centrale dans sa propre histoire en tant que galeriste, parce que c'est un jeune galeriste. Moi j'ai 61 ans, lui il doit avoir la trentaine et quelques. Il me dit ceci: j'ai retenu de Duchamp cette fameuse phrase, et dans cette fameuse phrase il dit, Duchamp, je me suis forcé à me contredire pour éviter de me conformer à mon propre goût. Et cette phrase très duchampienne, évidemment, est exemplaire du travail même que fait Pierre Arnaud dans l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il s'efforce d'aller chercher aux confins de la pratique artistique des artistes qui vont pouvoir incarner sa vision de l'art. Et sa vision de l'art, évidemment, comprend aussi une dimension historique, une compréhension historique de l'histoire. Et maintenant, il est temps de
donner un peu de place à l'extraordinaire intuition de Merleau-Ponty sur la notion d'histoire. Pour Merleau-Ponty, il parle dans son livre, alors il faut savoir que L'œil et l'esprit, évidemment, est un livre qui n'est pas un livre dédié à l'art contemporain, c'est un livre, il est mort en 60, il aurait quand même pu déjà le renifler, mais c'est un livre qui est dédié à l'art moderne. Mais ce n'est pas grave, il y a des rapports immédiats et visibles entre l'art moderne et l'art contemporain, et Merleau-Ponty parle d'une histoire sourde. Il parle aussi de la peinture en tant que langage muet, ce qui est plus problématique. Mais parler d'une histoire sourde, ça veut dire qu'il y a à côté de l'histoire officielle quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est une histoire qui n'est pas figée. C'est une histoire qui reste ouverte à la compréhension des êtres. Et un des plus beaux exemples qu'on trouve dans L'œil et l'esprit, c'est lorsqu'il parle de la Révolution française et qu'il nous dit que ce qui va suivre l'événement de la Révolution française comme tel, qui est un événement historique évidemment, ce n'est pas une réinterprétation de la Révolution française. C'est que la Révolution française contenait déjà en elle-même cette suite de sens nouveaux qui allait s'offrir aux hommes et aux femmes. Et donc, la notion d'histoire que va développer Merleau-Ponty est une histoire oblique, pour employer sa propre terminologie, parallèle, fluente, comme les concepts sont fluents, l'histoire peut être aussi fluente, d'ailleurs il parle de science fluente, et évidemment la science c'est une histoire aussi. Et donc cette approche qu'a Merleau-Ponty, eu égard à l'art moderne, on peut l'appliquer sans aucun problème à l'art contemporain, et je pense même que cette manière de comprendre l'histoire de l'art et l'histoire tout court est une manière qui convient parfaitement à Pierre Arnaud et qui convient parfaitement à la Galerie Pacte si on regarde au regard de tout ce qu'elle a accompli depuis plusieurs années déjà, en montrant justement, en donnant aux autres une ouverture à la civilisation, pour le coup, effectivement occidentale, mais quand même réflexive et critique. Et donc, pourquoi avoir pris Merleau-Ponty? D'abord parce que, comme je l'ai dit au départ, lorsque je me suis présenté, il m'a toujours paru essentiel de voir chez Merleau-Ponty une philosophie du corps, une philosophie de l'art, mais aussi une philosophie politique. Et cette philosophie politique est une philosophie politique qu'il faut à tout prix réactualiser, réaffirmer, parce que sa pensée ne fonctionne pas sans la dimension politique. J'en veux pour preuve, ici, sens et non-sens. Alors, dans Sens et non-sens, qui est une compilation d'articles, il a écrit en 1945 un article qui se nomme « Le doute de Cézanne ». Et dans « Le doute de Cézanne », il analyse l'œuvre de Cézanne, et notamment la montagne Sainte-Victoire qu'il a peint maintes fois, qu'il a représenté maintes fois, en s'acharnant toujours, et en même temps, on s'aperçoit immédiatement que dans Le doute de Cézanne, le titre est assez intéressant, Le doute de Cézanne, il y a également une incursion dans ce texte. À un moment donné, il parle de Léonard de Vinci. Or, Léonard de Vinci est à des siècles de Cézanne. Or, Léonard de Vinci est un artiste de la Renaissance. Or, Léonard de Vinci n'est pas impressionniste, bien sûr. Il dit qu'il y a toujours des liens, et même surtout quand nous refusons d'en convenir. Il parle évidemment donc des liens qu'on va pouvoir trouver dans l'explication que l'on demandera aux œuvres de Léonard de Vinci pour comprendre le sens de son œuvre, mais aussi son existence. Et il dira dans ce court texte, enfin dans ce court rajout, en quelque sorte, cet appendice qui fait partie pourtant du texte, du corps du texte, hein, quand on parlait du corps de la peinture, ici il fait partie du corps du texte, il nous dira que Léonard de Vinci abandonnait ses tableaux comme son père l'avait abandonné, puisque Léonard de Vinci est un enfant bâtard, non reconnu par son père. Et donc c'est très intéressant de voir que tout d'un coup, Merleau-Ponty choisit de comprendre une œuvre en essayant de comprendre une vie.
ce qui est contraire au principe même de la phénoménologie, puisque la phénoménologie nous demande d'aller vers l'apparaître même des choses, d'être fidèle à l'apparition des choses, donc de l'œuvre. Mais déjà, il y a chez Merleau-Ponty cette ouverture de type lecture parallèle, latérale, oblique, inhabituelle, qui nous incite à élargir notre horizon d'investigation et d'interrogation. Et c'est ce que fait également la Galerie Pacte avec cette exposition, et l'élargit contre notre volonté peut-être, même si elle est cantonnée à l'art occidental et américain, elle élargit notre capacité à comprendre, et comprendre veut dire prendre en même temps, comprendre le phénomène de l'art, et notamment le phénomène pictural, en particulier, mais pas que. Et donc, si j'ai cité Merleau-Ponty ici, c'est pour bien faire comprendre que dans Le doute de Cézanne, il y a chez lui une volonté de comprendre ce qui fait œuvre. Mais nous allons y revenir ici. J'ai un passage hyper important. Il faut savoir que je prépare une thèse de doctorat sur Merleau-Ponty depuis 30 ans, plus ou moins, non, presque 35 déjà. Elle va sortir. J'étais doctorant 2 ans, voilà. Comme Cézanne se demande si ce qui est sorti de ses mains offre un sens et sera compris. Comme un homme de bonne volonté, considérant les conflits de sa vie, en vient à douter que les vies soient compatibles entre elles, ça veut dire être capable de vivre ensemble, ce que nous sommes très loin d'avoir réussi. Le citoyen d'aujourd'hui n'est pas sûr que le monde humain soit possible. Mais l'échec n'est pas fatal. Cézanne a gagné contre le hasard, les hommes peuvent gagner aussi, pourvu qu'ils mesurent le risque et la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour Merleau-Ponty, l'artiste est pour lui un modèle. Il quitte l'individu ordinaire, il quitte le citoyen ordinaire pour aller puiser dans l'artiste, qui est un homme qui n'est pas ordinaire, un modèle de démocratie, un modèle de citoyenneté. Et ça, c'est ma thèse de doctorat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a une volonté, chez Merleau-Ponty, quand il se penche vers l'esthétique, ou qu'il va dans le champ de l'esthétique, strictement politique. C'est rarement évoqué, mais dans mon cas, j'ai pas peur, je pense que je suis un bon spécialiste de Merleau-Ponty, depuis des années que je le lis, que c'est fondamental. Et mieux que ça, ou pire que ça, il y a 2 moments dans l'attachement de Merleau-Ponty au moment politique eu égard à l'art, c'est qu'à un moment donné, il pense que l'échec n'est pas fatal, mais vers la fin de sa vie, il dira, et il a écrit des textes admirables sur Machiavel, il dira qu'il faut rendre la vie supportable pour la plupart, ce qui est une sentence qui colle aujourd'hui sans problème. On voit tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui partout dans le monde, puisque enfin, je dis enfin, mais ce n'est pas du cynisme, l'Occident aussi est touché par la misère à grande échelle, mais cette misère est là depuis longtemps, et donc Merleau-Ponty avait anticipé toutes les difficultés que le capitalisme allait rencontrer, évidemment, sur son chemin. Et là, même s'il y a eu un aveuglement marxiste chez Merleau-Ponty, il n'empêche sa conscience politique qui a sa source dans le marxisme est toujours d'actualité et réactualisable. Donc cette dimension essentiellement politique qui nourrit la compréhension de l'art chez Merleau-Ponty, donc c'est-à-dire sa philosophie esthétique, est cruciale. Mais je pense que l'art contemporain, justement, a une double conscience. Et c'est ça qui nous rend, ou ce qui rend l'art contemporain parfois difficile à nos contemporains, justement, c'est que cette double conscience, elle puise à la fois à la source même de l'art et elle puise à la source même de la vie actuelle, à l'actualité. Et à ce niveau-là, on peut faire une référence maintenant pour parler de Grassi, qui ici, il nous propose, avec la technique de tempera, la vision d'un chantier immobile, la référence à celui qui a fait le radeau de la Méduse, Géricault. Lorsque la peinture romantique française produit son œuvre, elle s'institue sur base d'un événement qui n'est pas
ou un sujet qui n'est ni religieux, ni politique, ni mythologique, etc., ni bourgeois, mais qui est un sujet d'actualité. Or, le radeau de la Méduse, bien avant le Titanic, c'est un naufrage. Et la notion de naufrage même est non seulement un événement qui est un désastre, mais qui est un désastre qui se produit là, maintenant, ici et maintenant. Et ce qui est très important, c'est que ce naufrage est immédiatement représenté par Géricault. Et pour moi, ce tableau, qui est un des tableaux bien avant tout ce que l'on fait par rapport à la notion d'immersivité, que moi je déteste, est un tableau immersif justement parce que c'est un tableau qui, par la taille, de nouveau, si on revient vers Velázquez, nous montre les corps écrasés de nouveau par l'espace, par l'abîme. Et l'abîme n'est pas seulement dans l'eau, l'abîme est aussi dans le ciel, évidemment. Et le ciel est une figure abyssale pour le romantique. Et la manière même de représenter l'actualité est cruciale. Et ceux qui critiquent le romantisme, à ce niveau-là, ont parfaitement tort. Le romantisme pictural, dans sa dimension plastique chez Géricault, mais si l'on prend une autre grande figure romantique hyper importante et dont personne ne réfléchit en se disant « mais finalement c'est un romantique », c'est Goya. Or Goya, c'est une des figures emblématiques pour l'art contemporain, puisqu'il a justement été et un peintre de cour et après un peintre des désastres de la vie. C'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, pour revenir à Grassi ici, qui nous présente un chantier, mais un chantier évidemment culturel, puisqu'il s'agit d'une exposition, le calme apparent, la platitude du sujet, un chantier, mais fait avec une science picturale incroyable, nous montre à quel point la désolation, évidemment, est un sujet. Et il est temps maintenant, pour honorer les choix de Pierre Arnaud, puisque c'est lui justement qui a choisi ce que nous trouvons dans cette exposition, de vous lire ce qui a été au départ de mon texte lorsque j'ai dû faire le communiqué de presse. C'est un entretien de Marcel Duchamp où il parle des ready-made, de ces ready-made, à Philippe Collin. Et voici ce que l'on y trouve. Il s'adresse à Duchamp. « Vous êtes en somme tout à fait d'accord avec la définition de Breton. Je cite de mémoire. Un ready-made est un objet manufacturé, promu à la dignité d'objet d'art par le seul choix de l'artiste. » Je crois que c'est la formule. Et on va voir ici le pape de l'art contemporain, la source de l'art contemporain, rétorquer, renvoyer dans les cordes son interlocuteur. C'est entendu par le choix de l'artiste. Mais c'est toujours le choix de l'artiste quand vous faites même un tableau ordinaire. Il y a toujours un choix. Vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre toile, vous choisissez le sujet, vous choisissez tout. Une œuvre d'art, c'est un choix essentiellement. Mais là, nous sommes en plein credo libertaire. C'est-à-dire que Duchamp décape l'histoire de l'art pour nous la représenter et que nous comprenions qu'à chaque étape de l'histoire de l'art, il y a eu des manifestations pures de liberté. Et donc, il dit, une œuvre d'art, c'est un choix essentiellement. Là, c'est la même chose. C'est un choix d'objet. Au lieu de le faire, il est tout fait. Et donc, si Duchamp prend le contre-pied de son interlocuteur, qui veut montrer sa capacité à créer du nouveau, ce que Duchamp lui dit, la nouveauté, ce n'est pas ce que vous croyez. Et nous pouvons maintenant parler d'une chose que dit très bien Merleau-Ponty concernant la peinture. Il nous dit que la peinture peut aller dans plein de directions différentes, qu'elle peut faire des retours, qu'elle peut faire des raccords, bref, qu'elle est libre, qu'elle est parfaitement libre, et que cette liberté est inépuisable, d'une part, et d'autre part, ce que fait Duchamp, évidemment,
mais pour illustrer Duchamp, je prendrai Baudelaire. Les poèmes de Baudelaire sont faits dans une forme qui était une forme surannée, qui était une forme éculée. C'est le sonnet. En plein moment post-romantique ou de deuxième romantisme, Baudelaire choisit la forme la plus contraignante qui soit en poésie, qui est le sonnet, qui se présente sous forme de 2 quatrains et 2 tercets. Mais pourquoi? Parce que, comme le dit Gide dans son anthologie de la poésie française, 2 choses lorsqu'on parle de Baudelaire. Parce qu'évidemment, Paul Valéry critiquait des vers exécrables qu'on trouve chez Baudelaire. C'est que d'une part, Baudelaire est proche de son lecteur, et deuxièmement, que Baudelaire excelle dans la surprise. Et pour ce faire, évidemment, il recycle, puisque nous parlons d'œuvres recyclées, le sonnet, qui est une forme ancienne de la forme poétique. Mais qu'est-ce qu'il met dedans? Ce que dit Victor Hugo, un frisson nouveau. C'est ça qu'apporte Baudelaire. Et pour preuve, je vous dirais simplement qu'il parle par exemple de baisers frais comme des pastèques. Et nous savons bien que la salive joue un rôle essentiel dans les baisers et que lorsqu'on s'embrasse, on n'a pas besoin de faire une opération de la bouche pour avoir une grande bouche, puisque la bouche gonfle d'office à l'intérieur. Il y a un gonflement qui se produit lorsqu'on s'embrasse. Et donc, Baudelaire avait parfaitement compris, non seulement d'un point de vue physiologique, mais d'un point de vue, comment dirais-je, du point de vue du plaisir, ce que procure le baiser. Et c'est pourquoi sa comparaison, et il est le prince de la comparaison, des baisers frais comme des pastèques, nous montre bien cet aspect intense du baiser. Et donc, pour revenir au romantisme et à la notion politique qui est amenée par le romantisme au XIXe siècle, et d'ailleurs le romantisme apparaît à des moments différents en termes plastiques en Europe, Goya n'apparaît pas au même moment que Delacroix et ainsi de suite, le romantisme prend comme modèle, comme sujet, l'actualité. Et aujourd'hui, évidemment, pour nous, c'est devenu banal. Mais comme dit Pierre Bourdieu, la révolution symbolique, c'est justement de faire en sorte que ce qui est nouveau nous apparaisse banal, appartienne désormais au quotidien. Mais avant, il a bien fallu que quelqu'un, évidemment, fasse ce pas, fasse cette démarche. Or, cette démarche, justement, c'est ce que célèbre Merleau-Ponty dans la peinture. Il considère que la peinture, évidemment, apporte à la culture, et c'est pourquoi il dit « est ce fondamental de la culture ». Il faut que je lise ici un passage. Donc pour Merleau-Ponty, justement, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, au niveau de la perception de la culture, évidemment, il se passe quelque chose qui doit être consigné, et il le consigne, je vais vous le dire, ici, il est à la fin, qui est de l'ordre de la dimension. C'est ce que se propose aussi de faire cette exposition. Grassi, lorsqu'il nous montre en si petit, et alors on ne peut que penser au tableau de Van Eyck où il y a les époux, et derrière un miroir qui reflète la scène et le dos des personnages, un œil qui digère la vision, on ne peut que penser à ce tableau parce que les œuvres qui sont ici, de par leur dimension, ont souvent, ou font souvent, référence à ce phénomène de réduction, mais qui est d'ordre spéculaire, comme un miroir. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et pour Merleau-Ponty, justement, la cassure, la coupure entre l'héritage du dioptrique de Descartes, qui est un ouvrage sur la vision, et sa vision à lui sur la vision, c'est que justement, la vision de Merleau-Ponty est incarnée et celle de Descartes, non. Et donc, je reviens vers la fin de ce chapitre de Merleau-Ponty, où il dit ceci, qui est le premier chapitre, évidemment, il dit « Comme s'il y avait dans l'occupation du peintre une urgence qui passe toute autre urgence. » Et là, on peut remplacer peintre par artiste. Il est là, fort ou faible dans la vie, mais souverain sans conteste dans sa rumination du monde, sans autre technique que celle que ses yeux et ses mains se donnent à force de voir, à force de peindre, acharné à tirer de ce monde où sonnent les scandales et les gloires de l'histoire, et nous pouvons penser à Géricault, au radeau de la Méduse, des toiles qui n'ajouteront guère aux colères des hommes, ni aux espoirs des hommes, et personne ne murmure. Quelle est donc
cette science secrète, ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'il a ou qu'il cherche, ambivalence, qu'il a ou qu'il cherche. C'est pourquoi la recherche est inépuisable, parce qu'elle relève de la possession et de la non-possession, qu'il a ou qu'il cherche. Cette dimension selon laquelle Van Gogh veut aller plus loin, et j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'impressionnante capacité de Van Gogh à occuper tous les objets de sa représentation, qu'il veut aller plus loin, ce fondamental de la peinture, et voilà ce que lâche Merleau-Ponty, est peut-être de toute la culture. Et je pense que le travail de Pierre Arnaud, justement dans cette exposition, est emblématique parce que, comme une série de vignettes, je dirais presque, il nous montre par réduction ce que peut concevoir l'œil ou les yeux, puisque nous avons deux yeux qui croisent leur vision pour créer l'image, pour créer la vision dans le cerveau, pour établir, grâce à cette exposition, une image de la vision qu'il a de l'art et de la culture. Et donc qui débouche, pour moi, même s'il est très jeune évidemment, sur une dimension politique. Et cette dimension politique, la plupart des artistes qui sont ici, aucun ne dira qu'il ne l'envisage pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, on peut alors aller, grâce à Merleau-Ponty, vers le point commun, c'est que justement, ce qui relève de l'art, relève de l'esprit, relève du vivre ensemble, de ce que Husserl appelait l'intersubjectivité, et relève du désir et des difficultés ou des impossibilités de vivre ensemble. Et donc, je dirais que, à ce niveau-là, un autre artiste que je n'ai pas encore évoqué, mais que j'adore et que Pierre Arnaud adore aussi, et qui est Olivier Mosset, qui a fait partie du BMPT, et qui, à un moment donné, ont justement rejeté la peinture, et d'où leur fameux tract. Si être peintre, c'est composer, si être peintre, c'est exprimer quelque chose, si être peintre, c'est utiliser des couleurs, et patati et patata, alors nous ne sommes pas peintres. Et cet abandon, ce divorce marqué avec l'histoire de la peinture, ou avec la tradition de la peinture, y compris moderne, voire contemporaine, est un marqueur pour eux, pour reconsidérer leur position et leur point de vue. Et bien sûr que Mosset adore la peinture, bien sûr que Mosset, ici justement, dans ce petit tableau qui est comme un speculum, un miroir, une image spéculaire, nous renvoie, c'est un hommage à la Washington School, il nous renvoie à sa position, mais qui, elle, est spéculaire, ça veut dire, il nous montre ce qui le précède. Pourquoi? Et peut-être que je me rapproche maintenant de la fin, peut-être que, alors, il faut envisager, comme le faisait Merleau-Ponty, tout en restant évidemment extrêmement critique, parce que nous sommes dans une situation civilisationnelle urgente, peut-être que notre monde, pas le monde, va disparaître, où Merleau-Ponty nous dit que depuis les grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui, en art, mais donc, je me permets de dire en politique aussi, il n'y a pas de progrès, et il faut voir ce que font les évangélistes aujourd'hui, pour comprendre leur influence néfaste, notamment aux États-Unis ou au Brésil, où on a eu Trump et Bolsonaro, pour comprendre qu'il n'y a pas de progrès, et que, comme dit Merleau-Ponty, c'est peut-être pas parce qu'elles sont passées, les grottes de Lascaux par exemple, les œuvres de Van Gogh, mais parce que les œuvres ont tout l'avenir devant elles.